Bonsoir et bienvenue sur New Haute Soir. Dans le décryptage de ce vendredi, les Comores où la tension est palpable après une demande d'annulation de la réélection du président Azali Assoumani par l'opposition. Une personne aurait été tuée jeudi et au moins 6 autres blessés après une deuxième journée de protestation selon un responsable de la santé. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Mamadou Diouf, vous êtes éditorialiste. Bonsoir Charlotte. L'opposition aux Comores a donc appelé à manifester contre les résultats de la présidentielle qui ont vu le président Azali Assoumani réélu pour un troisième mandat avec son 2,97% des voix. Oui, c'est une réélection, on peut dire, qui ne présente aucune surprise parce que le monsieur s'était présenté avec une assurance de pouvoir renouveler son mandat. Mais du côté de l'opposition également, les gens ne semblent pas vouloir accepter le résultat, puisque eux aussi, ils pensaient que le monsieur pouvait partir avec ce qu'il y avait comme mécontentement au niveau des Comores. Mais on est dans cette éternelle, j'allais dire, équation des élections. L'élection est le meilleur système pouvant permettre de départager des candidats, puisque chacun dit « je vais gagner l'élection ». Tout à fait. À ce moment, on ne peut pas savoir qui va gagner. Mais pour que l'élection joue son rôle, la transparence, la liberté pour les gens d'être candidats, qu'il n'y ait pas d'entrave pour que tous les candidats soient au même niveau, alors que quand vous regardez le Comore, je regrette, mais s'il faut regarder la transparence, s'il faut regarder l'égalité des candidats, etc., ces choses n'ont pas été respectées. Et c'est ça qui fait que souvent dans nos pays, avant même la tenue du scrutin, la contestation commence. Si on prend le cas du Comore, c'est à midi, c'est en milieu de journée, que les 5 autres candidats ont commencé à contester des résultats qu'on n'a pas encore publiés, puisque le scrutin n'est pas encore terminé. Mais ça fait qu'effectivement, il ne faut pas être surpris avec ce qui s'est passé malheureusement. Dès qu'on a publié les résultats, les gens sont sortis dans les rues. Et les troubles ont donc éclaté depuis mercredi. Le ministère de l'Intérieur a décrété un couvre-feu pour tenter d'apaiser les tensions. Mais la rue grogne toujours. Mais la rue grogne toujours parce que quand on conteste une élection, le fait de mettre les forces de défense et de sécurité dans la rue, ça empêche les gens de sortir. C'est tout à fait vrai. Mais ça n'étouffe pas la contestation de l'élection. Alors que c'est ça qu'il faut résoudre. Si les gens contestent une élection, mais il faut qu'on soit en mesure soit de faire un recomptage des voix ou quelque chose de similaire. C'est ça qui peut éviter les manifestations, c'est ça qui peut éviter les affrontements. Mais vous mettez les forces de l'ordre dedans, vous encouragez le rapport de force quand vous mettez les forces de l'ordre dedans. Et on a vu le résultat, il y a un mort, il y a plus d'une vingtaine de blessés même présentement, puisque les gens ont manifesté le mercredi, les gens ont manifesté également le jeudi. L'opposition a appelé, les 5 candidats ont appelé à manifester aujourd'hui après la prière du vendredi. Bon, avec les informations qui viennent du Comore, le net qu'on a comme d'habitude rendu très difficilement utilisable, ça ne semble pas avoir mobilisé pour le moment des gens. Nous n'avons pas assez d'informations là-dessus. C'est un scénario presque répétitif, en tout cas en Afrique, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle. Et cette fois, aux Comores, les 5 candidats justement de l'opposition demandent une annulation pure et simple de la présidentielle. Et cette réélection devrait permettre au président Azali Assoumani de revenir au pouvoir pour un troisième mandat. Est-ce que l'opposition, là, en ce moment, accuse peut-être le président sortant de vouloir s'accaparer du fauteuil présidentiel? Ils l'ont déjà accusé de vouloir s'accaparer du fauteuil présidentiel. Il faut rappeler qu'en 2018, il y a des réformes qu'il avait mises en place où le pouvoir du président de la République avait été fortement augmenté et depuis lors, les gens le contestaient. Actuellement également, ce n'est pas par rapport aux résultats des élections. Il est contesté même en tant que président de la République, même quand il n'y avait pas les élections, de sorte que parmi les opposants aux Comores, il y en a qui sont en exil, il y en a également qui sont en prison actuellement à cause de la contestation de son pouvoir. Donc les élections sont un élément qui vient ajouter à la contestation, mais il y avait une contestation de son pouvoir qui était déjà là. D'ailleurs, même quand il a été élu président de l'Union africaine, vous avez des organisations de droits de l'homme qui avaient contesté en disant mais attendez, ça ne peut pas être lui vu ce qui se passe chez lui. Mais comme on le sait, le président de l'Union africaine, il n'y a aucun mérite, parce que parfois dans les pays, quand le président devient président de l'Union africaine, on fait la fête comme s'il vient de réussir à un concours. Il n'y a aucun mérite
dans le fait d'être président en exercice de l'Union africaine, c'est simplement une présidence tournante. Donc quand tu es là, ça tombe sur toi, c'est tout. Et l'opposition dénonce vivement des fraudes et des bourrages d'urnes, mais ce sont que les résultats du premier tour qui doivent encore être confirmés par la Cour suprême. L'opposition ne semble pas se diriger vers la Cour suprême. Certains organismes internationaux, l'ambassade des États-Unis également a fait un communiqué pour demander à ce que les règles soient respectées. Puisque quand je conteste les résultats d'une élection, il y a des voies, de recours. Mais le problème qui se pose, c'est que quand on conteste des élections où on considère qu'il y a de la fraude, plusieurs fois les opposants ont utilisé ces voies de recours. Souvent, on dit que ce n'est même pas acceptable, c'est-à-dire on n'étudie même pas le dossier, il n'est pas recevable. Ou bien on dit d'accord, on étudie, au mieux, on décide d'annuler les votes dans 1 ou 3, 4 bureaux de vote, ça ne change absolument rien dans les résultats. Et ça crée cette attitude de plus en plus de l'opposition où les gens décident de ne pas prendre les voies de recours qui sont là en considérant que ça ne sert à rien. Et vous le voyez au niveau du Comore, tout le monde sait qu'il y a des voies de recours. Mais si les gens sont allés directement dans la rue, mais c'est que les gens n'ont pas confiance à un recours qui va être introduit au niveau du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, je disais qu'il est contesté, mais on considère qu'aujourd'hui, le président Azali a tous les pouvoirs au niveau du Comore, y compris ce pouvoir de justice. Mais en ce moment, si c'est lui qui va dire ce qui sera fait ou ce qui ne sera pas fait, mais il est clair que les recours ne risquent pas d'aller loin sur ce plan-là. Avec une population de 870 000 habitants et composée des îles des Grandes Comores, Adjouan et Moélie, qu'est-ce qui fait la force des Comores et comment se portent l'île économiquement? Vous avez un pays très vivant que beaucoup de gens ne connaissent pas. On oublie qu'ils font partie de l'Afrique. Souvent, on les confond avec Mayotte et autres qui sont plutôt dans la situation de territoire outre-mer par rapport à la France. Ce sont des Africains. C'est un pays pratiquement musulman. C'est pourquoi vous voyez, on parle de manifestation après la prière du vendredi. Mais vous avez un pays qui a plein de vie, avec 3 îles qui sont particulièrement intéressantes, mais qui rencontre des problèmes depuis son indépendance en 1975. Il y a eu une vingtaine de coups d'État et de tentatives de coups d'État au Comores entre 1975 et aujourd'hui. Vous voyez que même le président Azali qui est là, il a fait un coup d'État. C'est par la suite, après le coup d'État, il a organisé des élections pour, j'allais dire, régulariser sa situation de coup d'État, être un président élu, entre guillemets, avant de revenir à nouveau au pouvoir. Et quand il est arrivé, il a fait comme tout le monde, il a modifié la Constitution, ce qui fait qu'il est en train de faire actuellement un 3e mandat au niveau des Comores. Donc vous avez un pays particulièrement intéressant. Ces 3 îles, essentiellement, ce qui fait que souvent on oublie qu'ils font partie du continent africain. Mais le fait qu'ils soient présidents de l'Union africaine indique bien que les Comores, tout comme Madagascar, font partie de l'Afrique. Et justement, les gens oublient que les Comores font partie de l'Afrique, mais justement, qu'est-ce qui explique cette peut-être absence sur la scène africaine en matière de relations diplomatiques, affaires étrangères? Comment cela se passe? Quels sont les rapports avec les pays voisins? Les rapports sont plutôt bons. Ce qui se passe, c'est que vous avez, bien que ce soit des îles, vous avez un petit pays. D'abord, les îles les mettent un peu à l'écart par rapport au continent. Il n'y a pas un accès qui soit un accès direct par la voie terrestre. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait moins de 900 000 habitants. Donc, pas seulement d'un point de vue géographique, mais d'un point de vue également habitat. Vous avez un nombre de population qui est très très petit. Même quand vous regardez au niveau des élections, le nombre de votants n'atteignait même pas 200 000 électeurs pour ces 2 élections-là. Ce qui veut dire qu'effectivement, vous avez un petit pays en termes de nombre quand il faut prendre la surface d'un point de vue géographique, quand il faut prendre le nombre de la population. Et bien sûr, cela joue également sur le plan économique. Parce que pour devenir un pays extrêmement fort, il faut avoir d'abord un marché dans son propre pays, il faut avoir cet espace pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Mais c'est un pays qui compte. Mais comme je dis, à force de coups d'État, de ceci, de cela, vous avez un pays dont on ne parle que dans ces situations de faits divers, si je peux l'appeler ainsi, de sorte que beaucoup de gens ne connaissent pas ce pays, alors que les Comoriens sont un peu partout. Vous avez une très forte diaspora qui même depuis fort longtemps s'oppose de façon réelle au président actuel. La diaspora a manifesté après
les élections, la diaspora demande également l'annulation de ce scrutin. Vous avez des Comoriens un peu partout également dans un certain nombre de pays africains. Moi, j'ai étudié à Dakar avec des Comoriens, ce qui m'avait permis effectivement de pouvoir connaître un peu plus ce pays-là. Le président sortant aujourd'hui, âgé de 65 ans, avait fait passer, vous le disiez tantôt, en 2008, une réforme constitutionnelle lui permettant de centraliser les pouvoirs. Cette protestation à l'appel de l'opposition pourra-t-elle porter des fruits? Mais ça va dépendre parce que dans un pays démocratique, appeler à la manifestation ne pose aucun problème. Mais au Comores, les manifestations sont interdites. Ce qui n'est pas normal du tout parce que l'interdiction d'une manifestation en droit, ça doit être l'exception. Puisque la règle dans beaucoup de nos pays aujourd'hui, les manifestations sont dans la Constitution. On ne demande plus l'autorisation de manifester, on informe qu'on va manifester et les forces de défense et de sécurité ont le devoir de venir sécuriser cette manifestation. Au Comores, ce n'est pas le cas actuellement. Et la raison, c'est qu'il y avait déjà une fronde qui était là, avec des gens qui étaient prêts à manifester, qu'on a voulu empêcher de s'exprimer, puisque quand personne ne dit rien, c'est comme si tout se passe très bien, alors qu'en Afrique, l'expression qui ne dit rien consent ne dit pas la vérité. Il y a bien des gens qui veulent dire des choses, mais on les empêche de le dire. En ce moment, il ne faut pas dire que ces gens-là consentent. Ces personnes ne manifestent pas parce qu'aucune possibilité ne leur est donnée de manifester. On vient de le voir avec ce qui s'est passé. Dès que l'occasion s'est présentée, cela a dépassé une manifestation. Il y a eu des pillages. Et il y a des indicateurs importants quand il y a manifestation, quand les gens se mettent à cibler les voitures, les maisons des dignitaires. Oui. Mais ça te montre non seulement le mécontentement des populations, mais ça te montre la direction également du mécontentement des populations. Parmi les maisons qui ont été saccagées, il y a la maison d'un ministre montrant carrément une sorte de ras-le-bol des populations par rapport à ceux qui sont en train de gouverner le pays. Donc, malheureusement, ça devait être des critères d'appréciation. On les aurait laissés manifester librement, sans aucune contrainte, mais on aurait vu la foule. Ça permet de se dire, mais attendez, ceux qui ont voté pour le président ont effectivement voté pour le président parce qu'ils n'ont même pas été capables de mobiliser les gens pour manifester. Mais ça aurait pu être l'effet contraire également, assister à une manifestation monstre qui va amener à se poser la question, mais ceux qui sont votés pour le président, ils sont passés par où pour aller voter si toute cette foule est en train de contester. Mais on nous empêche malheureusement d'avoir ces instruments de mesure qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans un pays. Vous voyez, même sur le net, un certain nombre de médias connus pour leur ligne qui leur permet de dire les choses comme elles sont plutôt bloqués. Et quand tu essaies d'accéder actuellement aux médias du Comore, c'est difficilement que tu vas le faire parce que, comme ça se fait dans plusieurs pays où les élections ne sont pas claires, la première réaction, c'est de couper Internet ou de le rendre inutilisable. Et avec un score de 102,97% des voix pour ce premier tour, est-ce qu'il y aura un deuxième tour? Non, il n'y aura pas de deuxième tour. À 60, il est déjà arrivé. On n'a plus besoin d'un deuxième tour. Mais il ne faut pas donner les 60% seulement. Il y a le taux de participation qu'il faut donner. 16, vous imaginez? 16,30%. Moins de 17% de participation. En principe, l'élection doit permettre de mettre ensemble la légalité et la légitimité. C'est-à-dire, vous passez de façon légale, en respectant toutes les règles, vous avez été élu sans qu'on ne puisse dire quoi que ce soit. Et vous avez également la légitimité parce que ce sont les populations qui vous ont mis sur place. Mais à moins de 17%, est-ce qu'on peut parler de légitimité? Et c'est pourquoi il y a de quoi rediscuter cette affaire de démocratie en Afrique, effectivement, en mettant ce qu'on appelle des blocages. On peut mettre un quart bloquant, par exemple, voire même un tiers bloquant, si un président gagne des élections avec moins de 33% des populations, on considère que l'élection n'est pas valide. Parce que ça veut dire que plus d'un tiers des populations ne sont pas allées voter. Et comme j'avais dit tout à l'heure, qui ne dit rien ne consent pas du tout en Afrique. Souvent, on les a même empêchés d'aller voter. Ils ne sont pas sur les listes. Ils n'ont pas reçu leur pièce d'identité. Il y a tellement de problèmes dedans qu'il faut qu'on revoie cela parce que quand même, se faire élire avec 17% de l'électorat, même si tu as 80% de résultats, ces 80% ne signifie absolument rien par rapport au corps électoral réel. Et si les Comores, en tout cas, comme vous le disiez, souligné, très peu connu, issu de beaucoup, que ça fait partie de l'Afrique, il y a une autre île, en tout cas, qui brille sur la pelouse de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le Cap-Vert.
qui est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Justement, comment est-ce que vous trouvez leur prestation? Comme j'ai dit tout le temps, en matière de Coupe d'Afrique, le Cap-Vert n'est pas venu sans pour autant avoir son visa. Ils ont participé à une compétition pour arriver là où ils sont arrivés. Il faut qu'on arrête aujourd'hui de regarder un peu l'histoire en disant que tel pays est un pays de football. Pays de football, ça change. Vous avez de très bons footballeurs chez vous, mais les autres sont en train également d'avoir de très bons footballeurs chez eux. Le football n'est pas un monopole en termes de nations. C'est vrai que certaines nations sont allées au-devant avant les autres, mais aujourd'hui, toutes les nations se préparent. Le Cap-Vert est là, juste à côté du Sénégal. Nous le connaissons très bien parce qu'il y a une forte colonie capverdienne au niveau du Sénégal. Mais on n'est pas surpris de les voir là où ils sont. Et maintenant, quand c'est la compétition arrivée à ce niveau, la volonté que les joueurs vont avoir, la motivation, l'appui des populations permettent à des équipes qu'on considère généralement comme de petites équipes de défaire d'autres équipes qu'on considère comme des grandes équipes. Mais c'est ça une compétition. S'il fallait qu'on sache que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner, c'est le Nigeria qui va gagner, nécessairement, est-ce qu'il y a de quoi regarder un match quand on sait déjà qui gagne avant la fin du match? Ça devient un match quand on ne sait pas effectivement qui va gagner. Et au niveau des Comores, le président Azali Assoumani, donc, qui passe après ce premier tour à plus de 50% des voix, le souhait est que les tensions s'apaisent dans les rues du pays. Oui, il y a déjà des déclarations des Nations Unies qui demandent à ce que qui dénonce toute forme de violence, puisque d'habitude c'est ça les déclarations. Et parce que malheureusement il y a eu déjà un mort. Oui. Voilà, qui demande à ce que les gens s'asseyent et qu'on voit les voies de recours. La déclaration des États-Unis va plus loin en disant que l'on fasse en sorte que le résultat qui a été proclamé par la CENI, qu'on puisse montrer que clairement c'est cela le résultat qui est sorti des urnes. Mais on parle de la présidentielle, il ne faut pas qu'on oublie qu'on était en train d'élire également les gouverneurs. Les gouverneurs. Mais tous les trois également sont passés au premier tour. Et tous les trois font partie de l'AMP, qui est le parti de la majorité présidentielle. Dans ce que conteste l'opposition, il y a cela. Pour les gouverneurs, il y a eu plus de 155 000 votants. Et pour la présidentielle, il y a eu moins de 56 000 votants. Les gens se posent la question, mais 3 fois pratiquement plus. Est-ce que les gens sont rentrés dans les urnes, ils ont voté pour les gouverneurs, ils n'ont pas voté pour le président? Ou bien est-ce que dans la manipulation des urnes, finalement, il y a des problèmes qui créent cet écart de pratiquement 100 000 voix? Il y a des interrogations qui sont là, qui sont des interrogations légitimes. Et c'est pourquoi dans la déclaration des États-Unis, ils posent indirectement ce problème en demandant à ce que les choses soient clarifiées pour que ils ont félicité un peu le peuple comorien comme ils savent le faire, mais ils demandent indirectement qu'on mette sur place des résultats qui soient des résultats incontestables. Et on reste nous aussi ici au Togo en observation de cette actualité pour suivre justement l'évolution des choses du côté des Comores. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. La suite du programme se poursuit tout de suite sur Neo Info 1.